Alors, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, qu'on parle de cette dégressivité possible des allocations chômage. Et c'est vrai qu'a priori, dès lundi, le gouvernement devrait nous en dire plus et abattre ses cartes sur le sujet. Il est question de raboter donc, les indemnités chômage des cadres. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors, selon vous, parce qu'on en a parlé, on prépare un peu évidemment avant, cette mesure qui est attendue, elle n'est pas si sociale que ça. Et là, je me dis… je le suis plus. C'est-à-dire qu'en fait, il est jamais content, il est de mauvaise foi. Non, c'est-à-dire que il y a un arbitrage, si vous voulez, quand vous décidez de rogner les indemnités chômage des cadres subs qui ont des plantureuses indemnités, vous pouvez Ce qui est une exception en Europe. On voit partout ailleurs, c'est souvent plafonné à 3 000 à 4 000 euros. Il n'y a pas des gens qui touchent 6 000 ou 7 000 euros. C'est pour ça qu'on se dit, finalement, politiquement, ça va passer. Et puis, il y a un message politique et de dire, finalement, il s'agit de serrer la vis, de développer une forme de rigueur budgétaire, mais on va faire payer plutôt ceux qui sont riches et puis les autres, ils seront moins touchés. Donc, je dirais, il y a un arbitrage comptablement, effectivement, en faisant cet arbitrage-là, en touchant les riches et conservant le pouvoir d'achat des classes moyennes, et bien à partir de là, vous réduisez comptablement les inégalités. Oui. Mais c'est du social, ça, quand même, non ? Alors, non, parce que c'est du social. On va en parler parce qu'il y a aussi une question de montant et une question de dépasser les symboles. Quelques mots. Il se peut qu'on touche à la fois, on introduise de la dégressivité pour des indemnités entre 3 000 et 4 000 euros et qu'on touche, pour le coup, qu'on plafonne des indemnités chômage qui sont très élevées. On parle du fameux plafond qui est de 6 636 euros par mois. Dégressivité dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, je sais pas, c'est 6 mois, 1 an, alors, on verrait ce qui se fait ailleurs à l'étranger. Oui, alors ça s'est même fait chez nous dans les années 90, avec un succès d'ailleurs qui n'était pas du tout prouvé. Premièrement, par rapport à cette idée au fond, c'est un arbitrage qui est social, pour la relativiser. Premièrement, il s'agirait d'économiser quelque chose comme 1 milliard. Il faut les comparer avec le cadeau qui a été fait finalement aux plus riches. Cette mesure-là, ils vont économiser 1 milliard uniquement en rabotant les indemnités des cadres. Donc ça veut dire qu'on va avoir quand même très peu d'économies là-dessus. Donc encore une fois, je veux bien qu'il y ait comptablement, je dirais mathématiquement, une forme d'inégalité qui se réduise, mais on est quand même avec des petits montants. Il faudrait les comparer aux 4 à 5 milliards, aux 3 à 4 milliards de l'ISF. Voilà. Et puis ça concerne quand même très peu de monde, il faut bien l'avouer. Mais c'est dans un souci d'équité. Et puis il y a l'idée aussi que, on sort un peu du cadre, pardon, mais pour ces cadres-là qui ont une employabilité plus importante, c'est vrai que certains ont pu être tentés de se dire je laisse un peu, je prends un petit peu de temps avant de reprendre un job, parce que le taux de chômage des cadres et de ceux qui sont bien qualifiés, en France, il n'est pas de 10%, il est quoi, de 3-4%? Alors oui, effectivement. Donc non mais, on va revenir dans le sujet, je m'écarte un tout petit peu, mais économiquement, ça peut être justifié de se dire que… Je ne suis pas… je veux dire, on peut tout à fait entendre cela économiquement, politiquement, symboliquement. Ce que je conteste, c'est que c'est une posture qui va consister à dire, regardez, lorsqu'il y a des efforts à faire, et finalement, on va faire peser ces efforts sur ceux qui sont les plus aisés. Et à ce titre-là, vous voyez… Les cadres vont contribuer. Je suis dans une posture plus sociale de réduction des inégalités. Je dis simplement que ça concerne très peu de monde. Et d'autre part, on est sur des montants qui sont assez faibles. Donc, avec pour clore là-dessus, et après on revient au sujet, l'idée de se dire qu'il y a des cotisations. Je veux dire, en fait, en même temps, les cadres, ils touchent plus parce qu'ils cotisent plus. Donc, il y a quelque part un effort qu'on leur demande. C'est un sacrifice. On ne réduit pas leurs cotisations. Alors, vous me direz, elles ont été réduites pour partie dans le cadre de la politique économique du gouvernement. Mais voilà. C'est pour ça que c'est aussi discutable. La question, à mon avis, de la dégressivité des 3 000 à 4 000 euros fera l'objet d'un débat. Celui du plafonnement des 6 600 euros, alors qu'il concerne très peu de personnes, effectivement, là, l'opinion publique va se dire, oui, quand même, il contribue beaucoup, mais de notre côté, là, on ne peut pas avoir des indemnités chômage aussi importantes. Et puis, ils ont une sorte d'employabilité, je n'aime pas ce mot, mais une capacité de rebond, compte tenu de leur diplôme, mais aussi, mais quand vous avez des indemnités de 6 600 euros, vous avez quand même un sacré carnet d'adresses qui vous donne quand même la possibilité d'être très connecté avec des univers, je dirais, des hautes sphères économiques,
sociale qui fait que vous avez une capacité de rebond et vous ne vous enfermez pas dans la précarité, soyons honnêtes. Encore une fois, loin de nous, l'idée, ce n'est pas du tout le sujet de vouloir défendre la politique du président, mais cette mesure qui vise, on voit bien, à resserrer, à réduire les inégalités, ce n'est pas la seule. Ça prouve aussi quand même qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que du libéralisme chez ce président, il y a aussi des mesures sociales. On l'a vu d'ailleurs au travers de toutes les mesures qui ont été faites. Là. Voilà, vous avez raison, j'ai envie de vous dire, vous avez raison comptablement. Vous avez raison sous un tableau Excel. Parce qu'effectivement, vous avez plusieurs fois, le gouvernement a décidé de faire regarder les chèques verts, la revalorisation des primes d'activité, la baisse de l'UR pour les tranches basses, c'est-à-dire baisse d'impôt, 350 € l'année prochaine. C'est-à-dire que un tiers du montant de l'impôt payé par les premières tranches sera réduit. Hein. Lorsque il a des marges de manœuvre. Mais c'est peanuts, c'est ça. Voilà, en fait, il y a plein de choses, mais c'est peanuts, c'est pas assez. C'est vrai, il y a des arbitrages. En fait, cet arbitrage-là résume en lui le problème existentiel de ces gouvernements sociodémocrates ou sociolibéraux. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne veulent pas changer un système qui a une dynamique fondamentalement inégalitaire, on va en reparler. Mais personne n'a changé à l'étranger non plus en même temps. Regardez, on peut en parler au Portugal, on peut, bon, pour l'instant, mais effectivement, dans la zone euro, après, ça nous amènerait dans un grand débat, dans la zone euro, personne ne veut véritablement en changer. Et personne ne veut se donner les possibilités d'en changer. Mais au-delà de ça, d'un point de vue strictement, je dirais, budgétaire, vous avez donc une contrainte, je dirais, une macro-contrainte qui crée des inégalités, macro-contrainte budgétaire qui crée des restrictions dans les dépenses, et puis à partir de là, une marge de manœuvre extrêmement étroite qui, lorsqu'il a la main dessus, eh bien effectivement, il va y avoir du social, c'est-à-dire une redistribution qui va être plutôt favorable à la réduction des inégalités. Mais le problème, c'est que vous les énoncez, on les énonce, et on pourrait en faire la liste, hein, les chèques verts, etc. Oui, il y a une sorte de discrimination positive au bénéfice des plus modestes. On peut mettre ça sans crédit au président, pour le coup. Oui, mais la question... Sous la pression, sous la contrainte des Gilets jaunes, ça on a compris, mais quand même. Oui, mais la question, je dirais, n'est pas une question... Un chèque de 17 milliards d'euros qui a été fait. Ce n'est pas une question sociologique, c'est une question macroéconomique. Vous êtes face à un problème qui est qu'il a très peu... il le fait avec des restes, avec des miettes, avec finalement il le fait aussi parce qu'il y a eu très peu de marge de manœuvre. Parce qu'il y a eu des choix en début de quinquennat, la quasi-suppression de l'ISF, il y a eu des choix qui ont été faits, la flat tax, qui obère aujourd'hui justement les marges de manœuvre. Il y a ça aussi après. Alors oui, qui obère les marges de manœuvre, vous avez raison, mais qui fait qu'il épouse un système libéral à l'intérieur duquel il essaye... Personne n'est prêt à revers, on le savait. Oui, c'est vrai, vous avez raison. À l'intérieur duquel... Lorsqu'il a une marge de manœuvre, lorsqu'il a quelques euros, quelques millions, eh bien, il les distribue de manière à faire bonne... pas quelques millions, 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. D'abord, ça c'est sur plusieurs temps. Oui, hein, et puis 17 milliards d'euros, pardon de vous dire, cher David, mais c'est 0,8% du PIB. Moi, je veux bien qu'on dise que 0,8% du PIB annuel. C'est-à-dire que si vous le faites sur 3 ans, c'est 0,2% du PIB. C'est-à-dire que c'est en gros un 500e. Donc le social, c'est-à-dire que c'est une demi-journée de travail. Non mais, je veux dire, il y a un moment donné... C'est l'épaisseur du trait chez Macron. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Alors on peut pas, quand il y a des politiques de cette nature-là, chèque vert, baisse pour les tranches, baisse d'impôt sur le revenu sur les tranches les plus basses, etc. On ne peut pas, en conscience et honnêtement, dire ah, ça c'est inégalitaire. Non. Sauf que à partir du moment où vous le faites avec une masse trop faible, vous n'arriverez pas à contrarier une dynamique qui est une dynamique fondamentalement inégalitaire. Et reconnaissons-le. Cette logique fondamentalement inégalitaire n'est pas le fait d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est quelque chose qui dépasse largement, c'est quelque chose de systémique qui dépasse largement, je dirais, la personnalité d'Emmanuel Macron. Les inégalités de revenus et de salaire se sont largement moins aggravées qu'ailleurs. Elles se sont moins aggravées qu'ailleurs. Aussi, quand on entend elles ont explosé, non, c'est pas la réalité des chiffres. Elles se sont moins aggravées qu'ailleurs parce que vous avez quand même en France des contre-pouvoirs, voilà, qui fait que il y a une sorte de matelas. Alors quand il y a un début de reprise, encore qu'on peut en discuter sur le plan de l'emploi, disons, mais sur le plan macroéconomique. Sur l'emploi, on y va de surprise. Oui, c'est vrai. Les chiffres de l'INSEE, 94 000 créations vous allez d'emplois écouter
mon successeur qui va vous parler du pétrole, je pense qu'il va y avoir quand même un certain nombre de coups de tabac sur les croissances, les prévisions de croissance, et vous allez voir que tout cela, c'est pas... Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, c'est un choix de modèle. Alors, il y a un choix de modèle qui est évidemment un modèle social français, qui est une sorte de substrat, mais vous avez au-dessus, quelque part, un modèle ordolibéral. Ah, j'avais parié qui caserait le non, mot. mais vous avez un modèle ordolibéral libéral qui est choisi, voilà, qui est choisi, à l'intérieur duquel Emmanuel Macron, je dirais, a une légitimité. Il reste dans ce cadre-là. Il reste dans ce cadre-là. Et encore une fois, au risque de me répéter, ce cadre-là produit beaucoup d'inégalités et dégage peu de marge de manœuvre pour les contrarier. Et lorsqu'il les a, ces marges de manœuvre, eh bien, on peut dire, dans une certaine mesure, hein, bon, qu'il y a un effort là-dessus. Mais ça reste quand même zéro. Vous l'avez dit vous-même, 17 milliards. Ah, 17 milliards. Bon, regardez les zéros, et puis vous regardez par rapport à un ménage, etc. Ah oui, 17 milliards, c'est beaucoup. Enfin, 17 milliards, quand vous avez 2300 milliards de PIB, vous n'êtes pas du tout dans une logique je dirais, fondamentale, systémique. Mais tout cela n'est pas le fait. Ça serait injuste de dire que tout cela est le fait d'Emmanuel Macron. Au fond, lui, comme ses prédécesseurs, ont décidé depuis mars 83, depuis le fameux virage libéral de 83, ils ont décidé de ne plus décider, c'est-à-dire de perdre les marges de manœuvre pour faire de la politique, pour faire en sorte que lorsqu'il y a un levier qu'on actionne, le levier social, le levier fiscal, ce que fait d'ailleurs Donald Trump aux États-Unis. Hein. Oui, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il n'a pas les 3% alors il le fait, à respecter. Hein. Il le fait, oui, à sa manière. Il le fait à sa manière. Il le fait avec je dirais, une dimension qui peut parfois paraître assez, je dirais, volontariste sur le plan des dépenses. Hein. On a des projets d'infrastructure à la fois très inégalitaires sur le plan de la politique sociale et fiscale, pardon. Et là, effectivement, vous pouvez vous dire, ben, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est libéral? Est-ce que c'est keynésien? Est-ce que c'est les deux? Bon, c'est un peu de tout. Hein. C'est un peu de tout. Tout cela est un peu... Voilà. Mais au moins, c'est quand même l'acte d'un État qui a une souveraineté économique, politique et sociale. Voilà. Alors on peut le critiquer, on peut dire que c'est pas clair, etc. Bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, mais en attendant, je dirais, le politique qui a une légitimité démocratique et qui est issu du suffrage, il doit quand même avoir une marge de manœuvre politique, sociale et budgétaire, sur le levier de vitesse. Ce qui n'est pas son cas. Limiter, je reviens au sujet, les indemnités de chômage, c'est une fausse idée sociale. Ça aurait été quoi la vraie idée sociale? Ça, c'est une bonne question. La vraie idée sociale, je veux dire que depuis le début de mon intervention, je vous dis que le sujet est un sujet systémique. Donc, à mon avis, c'est un sujet par rapport aux traités. C'est-à-dire, la vraie idée sociale, ça aurait été de dire, voilà, on change les traités européens, tout seul, on renverse la table sur le plan, la table fiscale, hein, puisqu'on arrête de se faire concurrence, la table sociale, on arrête avec le low cost partout en Europe, on arrête avec le libre-échange, voilà, ça commencerait à avoir une sorte de structure, effectivement. Il faut avoir une majorité pour ça en Europe. Oui, on pourra en parler, de savoir quelle est la marge de manœuvre et comment ça se passe, parce qu'effectivement, l'unanimité est requise pour changer les traités, et là, c'est extrêmement complexe. On pourra en faire au moins une cinquantaine d'émissions. Oui, mais on en fera. On ne peut pas se quitter sans regarder la couverture, évidemment, de cette semaine de Marianne. Voilà. Vous avez en commun avec Le Point d'avoir titré sur l'écologie. Voilà. Ils ont titré Vérité et Faribole, parce qu'on avait hier Le Point dans l'émission. L'écologie mérite mieux que les écolos, et ADP, la privatisation, la stopper c'est possible. La guerre évidemment, en route vers la guerre entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce qu'on apprend de plus qu'on n'a déjà pas dit sur cette guerre commerciale, technologique entre deux géants? Ah ben, on apprend que tout simplement, on n'est quand même pas loin du tout de la... Quand on dit route vers la guerre, c'est évidemment une guerre commerciale, une guerre d'influence, une guerre diplomatique. Je veux dire, on est encore un peu plus près du grand basculement. Et c'est ça justement qu'on met sur lequel on insiste. Ouais, après, on se dit, qu'on finit là-dessus, que Donald Trump, s'il voit que l'économie américaine ralentit, ce qui est le cas, on l'a vu le mois dernier avec des créations de postes qui ont été réduites de 100 000. Pas sûr, si Wall Street décrochait, c'est pas sûr. Encore une fois, on dit qu'il a l'œil rivé sur le Dow Jones, qu'il laissera faire, peut-être qu'il finalement il aboutira à un accord. Parce qu'il y a comme ça réélection et que ça se joue. Pour répondre à votre double question, on s'aperçoit que finalement, ces deux puissances visent en gros à essayer, alors pas forcément, mais
à devenir, je dirais, indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on est... Ce qui n'est pas le cas dans une- aujourd'hui. Hein. on est dans une... Exactement. On est finalement dans une course à une sorte, entendons-nous bien, d'autosuffisance nationale. C'est-à-dire que si on avance vers une sorte de démondialisation, eh bien, la logique d'autosuffisance, la logique finalement de se dire on doit l'être sur le plan économique, sur le plan alimentaire, grand sujet, sur le plan politique, sur le plan C'est militaire, cohérent, eh bien c'est assez cohérent. Ouais. Et alors, est-ce que c'est ce chemin-là qui va être pris? Est-ce que ce chemin-là, je dirais, est plutôt pacifie les choses et n'est pas belligène? Ou au contraire, est-ce qu'il l'est? Vous voyez, quelqu'un comme Keynes, par exemple, avait écrit un article en 1933 dans la Yale Review qui s'intitulait « L'autosuffisance nationale » et il disait « Regardez, moi je suis un libre-échangiste anglais, je change un peu d'avis. » En 1933, David, il disait « Finalement, le libre-échange et la concurrence absolue, les relations commerciales imbriquées les unes aux autres n'est pas un facteur de paix, contrairement à ce qu'on pouvait croire, est un facteur belligène. Et au fond, si on essaye de faire nous-mêmes ce qu'on peut faire nous-mêmes, ça a marché pendant des eh bien, décennies, hein. finalement, on va réduire le problème. Voilà, tout c'est à dire cette semaine dans le magazine Marianne. Merci beaucoup, Franck de Dieu. Allez, bon week-end. Merci. Bye.